Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi soir pour À votre avis et je vous remercie pour votre fidélité. Selon le rapport 2014 de l'Organisation internationale du travail, 168 millions d'enfants travaillent à travers le monde, dont 85 millions qui sont contraints à des activités dangereuses. D'autres sources indiquent quant à elles que près de 250 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont plus de 150 millions dans des conditions dangereuses. Par ailleurs, chaque année, plus d'1 million de ces enfants seraient victimes de la traite d'êtres humains. Selon l'OIT, plus de 40% des enfants africains travaillent d'une façon ou d'une autre, ce qui représente le plus grand pourcentage d'enfants économiquement actifs par continent, et on estime que 85% des enfants travaillant comme domestiques en Afrique sont des filles. Enfin, il est prévu que le nombre d'enfants de 5 à 14 ans travaillant en Afrique devrait atteindre en 2015, c'est-à-dire cette année, les 100 millions. En ce 12 juin, Journée mondiale contre le travail des enfants, à votre avis, ouvre le débat en faisant un focus sur ce que nous appelons les bonnes, ou les petites bonnes, c'est-à-dire le personnel domestique que les uns et les autres nous avons à la maison. Et pour nous accompagner au cours de cet entretien, j'ai le plaisir de recevoir Madame Dambélé Jacqueline Négoïta. Vous êtes directrice exécutive de l'Association pour la promotion des aides familiales, Mousso Dambé du Mali. Et Dr Moussa Sissoko, vous êtes sociologue, mais vous êtes le président de Mali en jeu. Vous nous direz l'une et l'autre la vocation des associations dont vous êtes les responsables. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, nous allons voir ce que les Africains pensent de notre sujet de ce soir. Ce que j'en sais, elles sont maltraitées même et mal payées. Parce que les familles qui les utilisent les traitent comme sorte d'esclaves. Et souvent, c'est pourquoi on les a engagées, ce n'est pas le boulot là qu'elles vont faire. Elles font presque tout dans la famille pour presque rien. Les bonnes qui ont été bien élevées chez elles, et elles viennent pour un but bien déterminé et elles viennent, elles font leur travail. Mais il y a certaines patronnes aussi qui vraiment fatiguent les bonnes. C'est des enfants, ils sont nés comme le nôtre. Il faut les considérer comme ton enfant. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'une bonne, ce n'est pas un être humain. Je dis, il y a d'autres qui sont bien payés et bien traités. Et d'autres aussi, ce sont elles-mêmes qui cherchent le problème, là où il n'y en a pas. Parce qu'une bonne, quand tu la prends, c'est comme ta fille. Mais après, quand elle a son argent et voit qu'elle est bien traitée, elle commence à changer. C'est ça. Donc, parfois, le problème, c'est au niveau des bonnes mêmes. Quand elles sont bien nourries, là. Quand elles sont, hein? Il y a d'autres qui sont bien payées. Il y a des bonnes de 50 000, 30 000, 25 000. Surtout aux périodes d'hivernage, là où les filles s'apprêtent pour rentrer au village, en général, c'est le problème qui se pose énormément ici. Parce que les employeurs cumulent les salaires au moment de rentrer, là ça pose énormément de problèmes. Face à une telle situation, vraiment nous on lance un appel à tout un chacun. Ce sont des chefs de famille qui ont des enfants. C'est une leçon de morale que je lance vraiment à tout un chacun, de prendre ces enfants-là comme leurs propres enfants. La bonne prend en fait une bonne partie, peut-être 70 à 90% du travail de la maman. Parce que la maman va quitter très tôt. C'est la bonne qui doit préparer ses enfants pour aller à l'école, préparer la nourriture pour que les enfants viennent manger après l'école, s'occuper des soins de la maison
Et la maman, comme son mari, vont revenir trouver les enfants ont déjà mangé. Les bonnes font du bon travail, un travail louable. Et cela nécessite qu'elles puissent aussi être maintenant bien rémunérées. Parce qu'étant bonne, elle aussi a une maison dont elle doit prendre soin. Ici au Mali, les filles qui viennent chercher du travail, venant du village, elles arrivent ici. Normalement, il faudrait un encadrement. Parce qu'elle n'a pas fait tout, mais elle ne peut encadrer que 1000 filles. Parce qu'il y a trop de problèmes concernant les bonnes là. Il y en a qui ne reçoivent pas leur salaire. Il y en a qui sont maltraités. Il y en a qui ont des problèmes de santé. Moi, je me dis que si, étant une question d'emploi, vu qu'il y a beaucoup de chômage ici, si on pouvait bien structurer ce service, ça peut apporter quelque chose pour la construction du pays. Dans certaines familles, elles sont dans de très bonnes conditions, mais dans d'autres, il y a un laisser-aller. C'est parce que les bonnes là, il y a d'autres qui les considèrent pas comme des aides familiales, mais plutôt comme des esclaves. Et c'est là où il y a problème. Parce que nous traitons beaucoup de cas dans ce sens-là. Voilà. Alors, Madame Dambélé, une première réaction à ce micro-trottoir que nous venons de suivre. Voilà, vraiment, ce qu'ils ont dit, j'adhère à ça. Bon, dans les familles du Mali, et surtout à Bamako, bon, il y a quelqu'un, il a dit que vraiment, il y a les gens qui les maltraitent comme des esclaves. Il y a des gens, des familles aussi, où l'enfant n'a pas de quoi où se coucher. Ils sont dans des magasins, dans la cuisine, au milieu des cafards. Donc pour moi, tout ce que ces gens viennent de dire est réel. Surtout à Bamako par exemple, ou dans les régions. Toi tu embauches une fille, supposons à 10 000 francs. Tu accumules l'argent jusqu'à son départ. D'autres font 1 an, d'autres 2 ans, d'autres voire même 4 ans. J'ai eu un cas, la personne a fait 6 ans. Sans salaire? Sans salaire. Il a dit qu'il va accumuler, il va garder l'argent et au moment du départ, on va la payer. Et là, au moment du départ, ah non, ça, la dame n'a pas pu avoir son argent. Alors, elle n'était pas orientée par APAF, comme la dame l'a dit. Bon, ceux qui sont orientés par APAF, nous, on suit, on récupère l'argent. Mais ceux qui ne sont pas orientés par APAF, alors c'est des cas comme ça qui arrivent. Donc, on se présente à la police, à l'inspection du travail ou à la gendarmerie. Et là, vraiment, ça prend du temps. On a fait au moins 6 mois pour qu'on puisse récupérer l'argent de la fille. Donc, c'est pour dire que vraiment, ces sujets-là, le cas de ces filles, l'État, les autorités doivent vraiment prendre ça en compte. Structurer, comme dans les autres pays, par exemple au Sénégal, eh bien, là-bas c'est structuré, et au Mali ici, non, c'est laissé pour compte. Et pire que tout ça, s'il vous plaît, il y a des réseaux qui se sont créés. Alors, d'autres sont sur des motos, ils se promènent à travers par exemple, Koutiala, Sikasso, sur les autogares. Et comme ça, quand il rencontre une fille, il dit, ah, moi, je peux te trouver du travail rapidement. Si la fille n'est pas bien avertie, alors elle suit ses garçons. Il va la donner à une dame qui est là et qui les réunit pour les donner à des gens qui viennent de la Guinée, de la Mauritanie ou bien de Dakar. Et cette dame-là aussi est rémunérée comme celui qui est sur la moto est rémunéré.
Donc, ces enfants sont devenus aujourd'hui une proie, c'est-à-dire une proie à tout faire. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est des enfants qui sont vraiment laissés pour compte. Et bon, toute personne, ils veulent vraiment avoir de l'argent à travers ces placements d'enfants. Donc, pour moi, vraiment encore une fois, je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Sans cela, au Mali, le problème d'aide familiale est très, très, très crucial. Pardon, je vais vous dire encore une chose. Dire nos petites bonnes, ça c'est péjoratif. C'est pour ça que nous l'avons mis entre parenthèses, entre griffes. Ça les diminue, ça les humilie. Et je souhaiterais vraiment, si les gens peuvent dire aide familiale ou aide ménagère, ça me ferait plaisir. Très bien. Alors, Madame Dambélé, nous allons revenir. Effectivement, vous avez déjà abordé le cœur de notre sujet. Nous allons y revenir. Mais je voudrais juste, avant de donner la parole au docteur Sissoko, que vous nous dites ce que c'est que l'APAF. APAF, c'est une association de promotion pour qu'on appelle aide familiale. Le E là, ça c'est pour enfance. Parce qu'on avait des jardins d'enfants aussi. C'est pourquoi on a ajouté le E. Mousso Dambé, ça c'est la dignité de la femme. Ça, quand on dit APAF, bon, pour les filles qui n'ont pas été à l'école, c'est peut-être un peu difficile à discuter. Mais quand on dit association Mousso Dambé, alors c'est facile pour eux. Et encore, il y a une autre signification. Mousso Dambé, ça c'est du Bambara. Est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui sont en Australie ce que signifie Mousso Dambé? La dignité de la femme. Mousso Dambé veut dire la dignité de la femme. Les filles qui quittent les villages pour venir travailler dans les capitales, des fois, elles volent. Des fois, elles s'enceintent et elles se font avorter. Ou bien au moment du départ, alors elles jettent les enfants ou elles les tuent. D'autres mettent même dans les fossés, dans les toilettes. Alors on a donné ce nom, Mousso Dambé. Cela veut dire la dignité de la femme. C'est pas pour voler, aller se prostituer ou bien tuer son enfant ou bien se faire avorter. Voilà, ça c'est, ce mot-là veut dire tout ça. Très bien. Et APAF a été créé quand? APAF a été créé en 1991. Voilà. Très bien. Merci, Madame Dambélé. Docteur. Oui. Alors, une réaction à notre micro-trottoir, mais je voudrais surtout le regard du sociologue. Oui, en fait, en écoutant le micro-trottoir tout à l'heure, on a comme l'impression que dans le cadre de la recomposition du tissu social urbain en termes d'emploi, par rapport aujourd'hui à ce que les employeurs qui ne sont pas à la maison, les alternatives qui se sont développées sont amenées à ce qu'un espace très important, en tout cas un temps très important de travail à la maison est occupé par ces emplois de maison, ces aides familiales. Et aujourd'hui, donc il y a une inversion des rôles. Aujourd'hui, le papa n'est pas à la maison, la maman n'est pas là-bas, les enfants sont à l'école. Donc la maison est prise en charge par ces aides familiales, qu'ils soient garçons ou filles. Alors, tout à l'heure, en écoutant, on a parlé même d'un certain nombre de pourcentages de travail qui sont effectués par ces emplois de maison. Hein. Deuxièmement, il se trouve qu'il y a la question aussi des violences verbales. Hein. J'allais dire violences verbales, physiques. Et tout cet aspect-là ressort. Donc, dans le cadre d'une dynamique de rapport ville-campagne, la question est posée. Elle est posée aujourd'hui. Est-ce que, à partir du moment que l'emploi, le travail salarié, l'absence de couple de la maison qui donne cet espace aujourd'hui à ces emplois de maison, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que comment utiliser, comment créer, valoriser ce travail des emplois de maison. Voilà, je cherche le terme. C'est une question de valorisation du travail et du statut juridique. Parce que la question est soulevée. Il faut qu'on porte notre regard. Parce qu'aujourd'hui,
majoritairement aujourd'hui, ils occupent les activités de la maison. Alors là, justement, je rappelle simplement que 85% des personnels domestiques sont constitués par des filles. Voilà. 85%. Alors dites-nous, ces personnels-là, ils viennent d'où? Qui est-il d'abord? C'est qui? Alors ces personnels domestiques viennent de nos campagnes. J'explique. Vous savez, quand on va au niveau des villages aujourd'hui, les jeunes filles et les filles et les jeunes femmes participent à la production familiale, travaillent dans les champs. Mais paradoxalement, ce qui est à déplorer, c'est que la redistribution des revenus, elles n'ont pas de contrôle sur ça. Et du coup, les femmes qui sont au niveau de ces villages essaient pendant la période sèche, pendant la saison sèche, essaient de trouver ce qu'on appelle des activités de revenus. Or, les villages n'offrent pas ces opportunités. Donc, elles sont obligées maintenant de migrer vers les villes pour pouvoir satisfaire leurs besoins d'habillement, d'éducation, de santé, le trousseau du mariage, parce qu'il faudrait maintenant qu'elles se préparent. Donc, et aussi, comment aider la famille restée au village. Donc, la ville, donc ça devait maintenant, la ville est attrayante. On dit maintenant, quand on va dans les villes, tout ce qu'on n'a pas pu gagner, on va l'avoir. Et donc, ils sont prêts maintenant à venir vendre leur force physique par rapport à ces activités. Donc, elles viennent majoritairement de nos campagnes. C'est pourquoi j'ai tantôt tout à l'heure qu'il faut mettre ça là dans le contexte des rapports de dynamique vers campagne. Parce que c'est ça ce qui soit. Dès le mois d'octobre déjà, elles commencent à venir. Après les récoltes. Les récoltes. Travaillent pendant 6 à 7 mois et ils retournent dans les campagnes. Maintenant, pour ceux qui décident de retourner, comme madame l'a dit tout à l'heure, il y en a qui ne retournent pas, qui s'habituent à la ville, à des comportements, à d'autres choses maintenant, et qui font que finalement, elles décident de rester. C'est les questions de grossesse indésirée, d'où la nécessité aujourd'hui de voir qu'il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être on viendra par rapport aux solutions, parce que je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui. La dernière partie de notre entretien. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'elles cherchent, en venant à Bamako, ou dans les grandes villes aujourd'hui, en allant à Dakar, en allant à Niamey, en allant à Ouagadougou ou à Abidjan, c'est que la ville est attrayante. C'est ça. Voilà. Très bien. Donc, on peut gagner facilement de l'argent. Mais en vendant sa force physique. Madame Dambélé. Voilà. Je vais vous demander maintenant de prendre la parole pour nous faire l'état des lieux de la situation de ce personnel domestique. Dites-nous, de votre point de vue, du point de vue de votre association, comment est-ce que vous faites l'état des lieux? Bon, l'état des lieux actuellement à Bamako ou bien au Mali, c'est que ces filles-là, aujourd'hui, elles sont alphabétisées, le volume du travail a diminué, les salaires ont augmenté. Vous parlez de quelles filles? Les aides familiales. Elles sont alphabétisées, vous dites? Oui. Oui, et le volume du travail a diminué. Voilà. Vous parlez de celles que vous suivez. Voilà. Ah, très bien, voilà, très bien, ok. Vous m'avez posé Oui, absolument. Voilà, absolument. Donc, elles sont alphabétisées, le volume du travail a diminué, il y a aussi les salaires ont augmenté. Avant, c'était de 1500, si vous vous rappelez, à 5000, 1500 dans les années 80. Oui, dans les années 80-70. C'était 1500 à 5000. Mais aujourd'hui, nous avons augmenté les salaires de 7500 à 50 000. Donc, c'est pour vous dire que si vous m'avez posé la question d'où viennent-elles, j'allais dire que non seulement d'autres viennent des campagnes, et aussi actuellement dans les grandes villes, les élèves de la 6e jusqu'au bac qui n'ont pas réussi viennent aussi pour vraiment faire ce travail. C'est pour toutes ces raisons que nous avons demandé aux autorités de tout mettre en œuvre pour bien structurer et pourquoi pas une école ou bien un centre de formation pour ces filles-là. Par exemple, les garderies d'enfants, il y a une école pour former les jardinières. Et pourquoi pas une école pour former les filles migrantes? Oui, mais pourquoi vous attendez que ce soit l'État? Pourquoi est-ce qu'une initiative privée
ne prendrait pas le relais? Parce que nos États sont des États faillis. Oui, ça, parce que avec la crise actuelle, la crise nationale ou internationale, avant on avait des bailleurs. Et je profite de votre micro pour les dire grand merci de la part de ces filles. Mais aujourd'hui, nous, on n'a pas de bailleurs. Même pour circuler, par exemple, pour récupérer les salaires des filles, celles qui sont malades, on a des sérieux problèmes pour pouvoir les soigner. Par exemple, une qui tombe en grossesse, elle a été violée. Alors, elle vient d'arriver. Vous avez des cas de viol? Oui, elle vient d'arriver. Expliquez-nous ça. Bon, le viol, c'est en général les garçons qui se réunissent, qui se concertent, qui voient un endroit où il n'y a personne, et la fille qui est en train de passer chaque jour pour aller au marché et revenir, ou bien la nuit, elle sort avec ses copines, alors ils en profitent pour la drainer à quelque part et faire ce qu'ils veulent. Et nous, on a eu à vraiment déplorer beaucoup de cas. On a envoyé beaucoup de gens comme ça en prison et je pense que ça a beaucoup diminué aujourd'hui. Voilà. Mais bon, pour nous, vraiment, cette situation, les filles qui ont été à l'école de la 6e jusqu'au bac, on doit quand même les organiser. Quand j'entends que l'État dit que on n'a pas orienté les filles qui ont eu le DEF, elles restent à la maison. Elles suivent les garçons pour prendre le thé. Elles n'ont même pas du savon. C'est les parents qui leur donnent du savon. Mais s'il y avait des centres de ces gens, des centres de formation, je pense vraiment ça allait les récupérer et les aider à avoir un gain. Vraiment, par exemple, des salaires plus supérieurs que 40 000. Très bien. Voilà. Docteur, alors, je vous pose exactement la même question. Quel est l'état des lieux de la situation de ces jeunes, pas ceux qui sont suivis par la PAF, parce que là, on sait qu'il y a un cadre qui est formalisé, qui est organisé, etc. Mais l'informel. Dans l'informel aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, quand elle quitte du mois d'octobre, certainement jusqu'au mois de mai-juin, ça fait 6 mois de travail sans aucun jour de repos. Ça, un. Deuxièmement, c'est des filles qui travaillent de 6h du matin à 22h. Et encore. Voilà. Et à cela, maintenant, il y a tout un problème d'accès à l'alphabétisation. Bon, c'est vrai que majoritairement, ils ne sont pas encore alphabétisés. Ils n'ont pas droit à l'information de la santé, de la reproduction et tout ça. Ça, c'est des questions qui arrivent. Elles sont souvent aussi victimes de violences verbales, physiques. Aucun respect. Et actuellement, c'est elles qui font tout à la maison. Préparer les repas, faire les chambres, les cours, s'occuper des enfants, faire la lessive, faire la vaisselle et toute autre corvée. Donc c'est cette image qui est là. C'est-à-dire où on sent qu'elles sont exploitées. Et ils n'ont même pas de temps de repos, parce que s'ils finissent à 22h, le temps de se laver ou de manger, et reprendre le travail le lendemain à 6h du matin. Alors, quand on voit ça, on se pose la question. Et il ne faut pas aussi, madame l'a dit tout à l'heure, leur lieu où ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils mangent? Est-ce qu'ils mangent les restes? Ce qu'ils sont en train de manger, est-ce que c'est que la famille mange? C'est pas. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles elles sont aujourd'hui, ces emplois de maison, dans une situation non seulement très difficile, et quand tu continues encore, la question de grossesse indésirée sont là. Elle a dit tantôt, c'est vrai, très souvent, on a remarqué que certaines cliniques juridiques souvent sont sollicitées pour pouvoir s'occuper de ces cas de grossesse indésirée, de grossesse de viol. Non, même des viols. En préparant l'émission, j'ai échangé avec des gens. Et souvent, les abus sexuels sont revenus dans les propos de mes interlocuteurs. Ils ont souvent relevé le fait que un personnel domestique féminin venant du village, jeune, est beaucoup plus exposé à des abus sexuels dans certains cas, dans certaines familles. Mais continuez. Voilà. Donc ça c'est un aspect. Et l'autre aspect qui est important dans l'état de c'est en termes aujourd'hui d'alternatives. Il y a des expériences très heureuses qui ont été
en tout cas initiés, qui se font actuellement par APAF Moussa Dambé, c'est important. Mais à côté de cela, effectivement, il y a un travail non seulement d'appui, d'accompagnement, parce que dans le micro-trottoir tout à l'heure, on nous a dit une seule structure ne peut pas tout faire, parce que cette structure est reconnue de façon identitaire, que c'est sa capacité et c'est sa niche. C'est ce qu'elle a su faire. Elle a développé des expertises là-dessus. Ils ont parlé de 1000 en tout et pour tout. 1000. Voilà. Tout à l'heure, au niveau de Mali en jeu, je lui dis sous son contrôle. On a une autre approche qui va dans le cadre de la dynamique à rapport ville-campagne. Parce que profitez-en pour nous dire justement, j'ai oublié de vous demander de nous préciser, Mali en jeu, c'est quoi? Bon, d'accord, j'en profite. Mali en jeu est une organisation non gouvernementale à caractère associatif, qui a été créée le 28 mai 1992, qui s'occupe des enfants et des jeunes en situation difficile, appui aux artisans, appui dans le cas du phénomène du trafic des enfants, le phénomène de la mendicité des enfants, et aussi l'appui aussi à la création d'activités économiques pour les jeunes porteurs de projets en termes d'éducation et de formation. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons fait une série de programmes avec Terre des Hommes Allemagne, je crois, oui, Terre des Hommes Allemagne. On a appuyé les employés de maison qui viennent. Alors, ça c'est une histoire très intéressante. Je parle en termes vraiment d'approche sociologique en milieu urbain. Alors, nous, on a vu au niveau de Raïda, c'est un quatrième parce qu'à Raïda, c'est à Bamako. Donc les employés de maison, hommes, à partir de 14h, venaient au niveau des règles pour chercher à manger. Et les employés de maison, filles, amenaient leur repas. Au lieu d'aller à la maison, ils amènent ça là et ils vont les vendre. Donc, ça crée une solidarité entre eux. Donc c'est dans notre travail urbain qu'on a découvert ça. On les a approchés. On a su qu'elle avait des besoins. Il fallait maintenant les encadrer du point de vue de la santé et de la reproduction, parce que tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles est possible, grossesse indésirée entre elles est possible. Et du coup, on a identifié une école qui n'était pas loin, où on a pu commencer à les encadrer. Et on a su qu'elles venaient tous du cercle de Baraouli. Et du coup, on a commencé à les encadrer et à faciliter leur retour. Est-ce que ce cercle-là est une zone, on peut l'appeler une zone pourvoyeuse? C'est une zone pourvoyeuse. Alors là, de ce personnel-là. Voilà. C'est une zone pourvoyeuse. Parce que c'est ce qu'on a fait, comme madame l'a dit tout à l'heure, pendant nos activités d'animation, on les appelle aussi les techniques d'art culinaire. Valoriser leur travail. Et c'est du coup, on a rencontré leurs employeurs pour qu'ils revoient le niveau de leur salaire. Et lorsque elles devaient retourner, nous sommes des animateurs, les ont accompagnés au village. Et l'antenne de Mali en jeu à Ségou a pris le relais et va les voir à Tessirela, Boyer, Kenya, Marca. C'est des villages qui sont... Alors du coup, ces filles qu'on a pu former ici, alphabétisées, sont devenues pour nous des relais sociaux dans le village. Elles les alphabétisent d'autres. Il y avait la question de l'embauche bovine, la question aussi des AGR et tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à ces zones où l'intervention se faisait, il y a une diminution de l'exode rural. Et actuellement, nous attaquons au niveau de ces villages au problème de mariage précoce, beaucoup d'autres choses qui vont être lancées très bientôt. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes là-dessus. Donc, alors, quand vous regardez ça, la dynamique des rapports ville-campagne, vous comprendrez aisément aujourd'hui que ces fils, non seulement sont exploités, et on en parlait certainement, vous l'avez dit au début de l'émission, dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre le travail des enfants. C'est vraiment le travail domestique. Majoritairement, c'est les filles qui sont victimes de ça. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire, il y a un autre regard qu'il faut porter. Très bien. Sur ces emplois de maison. On va y arriver dans la dernière partie de l'émission. Madame Dambélé, je voudrais que nous abordions un autre aspect de la question. Parce qu'en préparant l'émission, je me suis rendu compte en fait que, tout au moins pour l'Afrique de l'Ouest, certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont des pays où existe la traite des enfants, la vente des enfants, parfois à destination de l'Afrique centrale. Beaucoup de gens m'ont parlé de cela. Ou du Mali vers la Côte d'Ivoire, ou du Niger vers la Côte d'Ivoire, ou du Burkina vers la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que est-ce que vous vous occupez de cette question-là? Bon, notre question, comme je vous l'ai dit, c'est les filles migrantes. On a des réseaux. Une fille qui a 15 ans, elle a 14 ans. Si vous regroupez ces filles,
pour dire que vous allez les donner à des gens pour travailler, par exemple au Sénégal, en Mauritanie ou en Guinée, pour moi c'est la traite des enfants. Mais j'ai eu également avec AEC les enfants qu'on volait ici au Mali pour les amener en Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent travailler dans les plantations. Alors je pense que ça a beaucoup diminué. C'est lui qui peut vraiment bien répondre à ça. On va lui donner la parole tout à l'heure, mais c'est votre avis que je voulais d'abord. Oui, en tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup lutté contre ça et je pense que ça a beaucoup diminué. Et il y avait des trafiquants, il y avait des réseaux qu'on a pu démanteler et on a puni beaucoup de types comme ça. Alors maintenant, ça a vraiment diminué. Très bien. Alors, on va clore avec ce chapitre. Donc, je vous donne la parole, docteur. On va clore ça avant de passer au deuxième aspect de notre entretien. D'accord. Alors c'est cette espèce de traite. Oui, c'est la traite d'êtres humains, ça. Non, c'est ça, c'est la traite des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, elle le rappelait tout à l'heure, en 2002, il y avait, au moment des conflits au niveau de la Côte d'Ivoire, environ 15 000 enfants maliens qui travaillaient dans les plantations de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et effectivement, il y a eu un programme de lutte contre le trafic transfrontalier. On se rend compte qu'aujourd'hui, les enfants maliens sont exploités dans les plantations en Côte d'Ivoire. Et il se trouve aussi que les enfants du Bénin se voient vers le Nigeria. Parce que c'est le Bénin qui envoie Bénin, Togo, et ils sont directement sur le Nigeria et le Gabon. Alors, au cas du Mali, maintenant, ce qu'on raconte par rapport au Sénégal, c'est qu'au Mali, c'est beaucoup d'enfants maliens qui prenaient à l'époque le train ou la route pour aller à Dakar et surtout faire le frein de la mendicité des enfants au niveau de Dakar. Donc, il y a eu ce qu'on appelle des protocoles d'accord au niveau d'Afrique de l'Ouest, qui a mis en place des accords qui ont été signés. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle l'étude de transport, parce que ce qu'elle a dit, nous, on a fait le parcours. C'est-à-dire que du village pourvoyeur d'enfants jusqu'aux plantations. À l'époque, on a fait le parcours. Il se trouve qu'effectivement, c'est des gens qui viennent dans les villages, qui les regroupent, qui voient un convoyeur. Le convoyeur maintenant a pris contact avec quelqu'un qui est responsable d'une plantation en Côte d'Ivoire. Un enfant à l'époque coûtait à peu près entre 150 000 et 200 000 francs CFA. Ce qui est donné au village, ce qui est donné au convoyeur, et celui qui va amener au responsable de la plantation, c'est qu'il reçoit. Donc vraiment un véritable réseau. Et effectivement, il y a eu un travail qui a été fait, jusqu'à ce qu'il y ait même ils trouvent même les vigilances des gens. On a travaillé avec l'association des transporteurs pour que le phénomène puisse s'arrêter. Mais du coup, ils passent à dos d'âne par des bicyclettes et tout ça. Il a fallu maintenant qu'il y ait des comités de surveillance au niveau de certains nombres de frontières. Et donc, les États ont travaillé ensemble dans une synergie d'action pour mettre fin au problème. Mais, de toute la manière, je pense que le phénomène a diminué. Il a diminué, mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de revoir ça pour que dorénavant maintenant les enfants ne soient pas, en tout cas, exploités de façon économique, parce que c'est une main-d'œuvre servile et à bon marché. Très bien. Alors, donc, on va rapidement passer sur, parce que je crois qu'on est d'accord là-dessus, les problèmes de santé, madame, vous l'avez abordé tout à l'heure, qui s'opposent à ces enfants, à ces jeunes filles et femmes, le problème d'éducation, parce que quand elles sont dans cette situation d'aide familiale, comme vous dites, et qu'elles travaillent de 6 heures du matin à 22 heures, il n'y a ni le temps, ni l'opportunité de s'éduquer. Absolument. Donc, elles sont hors éducation, à part celles que vous suivez, parce que vous êtes un cadre structuré et formel. Il y a le problème de leurs droits, ou du moins de l'absence de respect de leurs droits, et surtout, l'absence d'opportunités de mobilité sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est aide familiale, elle n'a plus de perspective d'être autre chose que cela. Voilà, je voudrais que rapidement nous voyons ces 4 points-là, santé, éducation, droit et opportunités de mobilité sociale. Vous prenez le sujet que vous voulez, madame. Oui, bon, moi, à mon avis, la santé des filles posait beaucoup de problèmes. Par exemple, si elle tombe malade, son salaire ne pouvait pas la soigner. Et l'employeur disait aussi, je la paye, je ne dois pas la soigner. Alors là, on a eu beaucoup de problèmes et on a profité des micros comme pour vous
pour sensibiliser les employeurs, leur dire que ces enfants qui travaillent chez eux, bon, même si ce n'est pas des accidents de travail, c'est comme leurs enfants. Sans l'apport de ces filles-là, leurs enfants qui partent à l'école ne pourront pas suivre les cours. Et eux-mêmes qui vont travailler dans les bureaux, ils ne pourront pas le faire. Parce que 3 jours, par exemple, si l'aide familiale tombe malade, pendant 3 jours seulement, d'autres disaient qu'elle faisait exprès. Elle n'est pas malade, elle ne veut pas travailler. Donc, ce que nous plaçons, alors, depuis le départ, nous disons à l'employeur, bon, si elle tombe malade, tu vas la soigner. Celles que vous placez, est-ce qu'elles ont au moins un jour de repos dans la semaine? Non. J'allais aborder sur ça parce que, en conclusion, je dirais que ces filles-là n'ont pas de jours de repos. Elles ne sont pas inscrites à l'INPS. Bon, il y a aussi... L'INPS, ça c'est la sécurité sociale. Oui. La caisse de sécurité sociale. Voilà. Elles n'ont pas le SMIC. Le salaire minimum interprofessionnel garanti. Et mon souhait est qu'elles soient organisées en association, comme au Sénégal, pour qu'elles puissent se prendre en charge. Et tout ce que vous venez de dire comme ça, alors ça va vraiment diminuer tous ces problèmes. Par exemple, l'éducation. Oui. Voilà. Ça, c'est très important. Ça, c'est important. Parce qu'en plus, c'est un droit. Voilà. Et aussi la formation. C'est ça. Voilà. Donc, si elles sont formées, elles sauront que vraiment le paludisme, la méningite, bon, tout ça là, c'est des choses qu'il faut éviter. Et quand on va leur dire de se coucher dans des magasins ou dans la cuisine et au milieu des cafards, elle va dire non. Donc, avec la distribution des moustiquaires aujourd'hui, alors, bon, ça peut vraiment diminuer aussi le paludisme, mais avant, vraiment, ces enfants ont tellement souffert qu'il faut obligatoirement faire quelque chose. Pas, par exemple, les ONG, je peux dire on n'est pas entendu, on nous a pas compris. Le travail que les ONG font aujourd'hui, ça c'est le travail de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Mais si nous faisons ça en nous regroupant, alors on doit nous aider, on doit nous subventionner, on doit nous reconnaître d'organisations d'utilité publique. Je vais vous donner la parole tout à l'heure pour votre plaidoyer. D'accord. Ah. Docteur, moi je voudrais que le sociologue que vous êtes aborde surtout la question, pas tellement la question du droit, parce que bon, on sait qu'il n'y a pas de droit. Il faut faire en sorte que les droits soient reconnus, qu'ils soient respectés. Mais moi, ce que je voudrais que vous abordiez, c'est la problématique de la mobilité sociale. Comment est-ce que, si je suis un personnel domestique, d'aide familiale, comme on dit élégamment, comment est-ce que je peux demain être dentiste ou avocat? Voilà. Je pense que c'est ce qui est... Est-ce qu'il est possible que je parte de ce statut-là? Ça, c'est possible. Et émigrer vers... Absolument. Vous savez, le statut c'est là où on parle de l'amélioration, ce qu'on appelle de statut juridique des employés de maison ou des aides familiales. Mais la mobilité est possible comment? Je vais donner tout à l'heure un exemple. Quelqu'un qui quitte son village. Ça, c'est un exemple très très concret. Ils ont quitté le village de Tesserela. C'est dans le secteur de Baraouli, la communauté de Tesserela. Ils sont venus à Bamako. On les avait appris à lire et à écrire. Alors, là où il y a eu des négociations qui est importante par rapport aux horaires de travail, tous ceux qui viennent, c'est d'aller voir dans leur famille. Écoutez, à partir de 20h, est-ce que vous pouvez libérer l'employé de maison pour qu'ils viennent recevoir un cours? Donc, au lieu qu'elle finisse à 22h, on fait tout pour que l'employé finisse à 18h30, 19h. 19h, 20h, 1 heure de cours. Donc, celles-ci ont appris à lire et à écrire, et étaient alphabétisées. Aujourd'hui, au niveau de leur village, elles constituent des relais sociaux. Donc il y a une évolution. Ils sont venus à Bamako, il y a eu un renforcement de leurs capacités, et un travail de valorisation. Vous parlez de combien de personnes comme ça à peu près? Une centaine de personnes. Ça c'est vraiment une centaine de personnes par an qui sont encadrées. Donc, mais ça symbolique. C'est pour dire que on peut partir de là, apprendre du retour au niveau du village, donner le travail de formation,
Mais en matière de santé aujourd'hui, elle constitue non seulement des relais sociaux, mais tout le travail de névakinisation, de ceci, cela, c'est tel qu'ils le font au niveau du village. Donc il y a une valorisation de leur travail, une reconnaissance de ça. C'est vrai aussi à Bamako, celles qui ne retournent pas, qui sont employées de maison. Et tu vois, souvent, madame l'a dit tout à l'heure, il faut les apprendre un métier. Elles veulent faire la teinture, elles veulent faire la couture. À ce moment, elles deviennent maintenant des teinturières et des couturières. Des teinturiers maintenant qui vont bien travailler, qui vont commencer à avoir des revenus. Ils peuvent avoir maintenant des boutiques, ils peuvent vendre leur tissu. Ils peuvent avoir une grande atelier de couture. Parce que tout ça, là, c'est cette perspective-là qu'il faut voir. Vous voulez dire qu'en réalité, il faut créer l'opportunité. Absolument. C'est ça, en fait. Il faut créer. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Il y a des cas, j'ai eu, dans le cadre de mon travail social, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont quitté le village qui sont venus. Et du coup, ils avaient un bon niveau. Mais ils ont dû quitter. Et ils ont demandé à apprendre un métier. Donc, d'employés de maison, ils sont devenus menuisiers. D'employés de maison, ils sont devenus tailleurs. D'employés de maison, ils sont devenus teinturières. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est leur filière. Il faut les accompagner dans ça. Je pense que c'est ce qui est important pour ça. Donc, comprendre que le statut de l'emploi de l'aide familiale doit changer. Très bien. Alors, rapidement, oui. Parce que aucun de vous, j'arrive madame, aucun de vous n'a épinglé un aspect négatif de ce personnel d'aide familiale. Absolument. Parce qu'on a l'impression que ce sont des victimes de tout le monde. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet-là d'elles-mêmes? Les filles elles-mêmes, il y a des filles qui sont très 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 mal éduquées. Elles quittent le village avec cette éducation. Et pour changer ça, il faut se lever le matin de bonne heure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elles viennent, elles se font embaucher. La nuit, elles prennent le mur pour aller se balader. Et après, vers 1h, 2h, elles viennent taper à la porte de l'employeur pour dire que je veux rentrer. Ou quand l'employeur sort, elles savent qu'à quelle heure le patron vient, la patronne vient. Bon, en ce moment, ils font venir des garçons. Et d'autres même prennent des nourritures de la famille pour donner ça aux garçons. Donc, vraiment, il y a des filles qui sont très, très, très mal éduquées. Et on m'a dit qu'il y en a qui volent, qu'il y en a qui trichent, il y en a qui draguent même, semble-t-il, le père de famille. Oui, oui. Et puis ça crée des situations de zizanie. C'est ça. Oui, il y a ça aussi qui est fréquent. Oui, mais est-ce que ça c'est sa faute? C'est pas sa faute à elle? Oui, bon, c'est pas de sa faute, mais bon, quand on fait embaucher une fille, on lui parle de tout ça. Ah, très bien. On lui parle de tout ça, parce que, vous m'excusez du terme, il y a des chefs de famille aussi qui ne voient que des petites filles de ce genre. Mais au lieu d'aller voir dehors la excusez? Petite qui est avec eux, alors comme il ne va pas payer cher, alors il essaye de... Pourquoi vous vous excusez? Docteur. Non, l'aspect négatif. Moi, je pense qu'il y a une influence aussi de la ville. Parce que très souvent, quand elles viennent, commencent à travailler, le soir, elles se voient entre elles. Il y a une qui a dit dans le micro-trottoir, je crois que c'est une femme du Niger, elle a dit, ouais, dès qu'elles ont un peu d'argent ou quand elles ont bien mangé, elles vont chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà. Et c'est vrai que ça, c'est un aspect. Donc, avec cette influence, quand elles se regroupent, c'est en ce moment maintenant qu'il y a de la mauvaise graine. Donc, du coup, c'est tout le soir, elles sortent. Madame l'a dit, il y a eu des cas où tu trouves des emplois de maison quand tout le monde est couché. Elles sortent, souvent elles rentrent par le mur et tout ce qui se passe. Donc ça, c'est une influence négative qui fait que vraiment, elle va dans un milieu. Et souvent, ça dépend comment elle est venue du village aussi. Il y en a qui viennent du village sans que leurs parents au village ne soient au courant. Donc ça, c'est un élément. Mais il y a aussi, en parlant tout à l'heure de père de famille et tout ça, là, vous savez, tout ceci, on le dit souvent, il y a des rencontres, bon, souvent on a eu des cas où des chefs de famille ont été amenés à marier leurs bonnes. Bon, ça se dit. Bon, mais c'est vrai que c'est tout ça aussi, c'est quelle était la place, le rôle que la femme doit occuper à la maison. Et le fait que l'emploi de maison est là tous les jours, la femme ne te prépare même pas le plat du mari,
même quand le plat est prêt, c'est l'emploi de maison qui va donner au mari. Donc, 8 heures de temps dans la journée, le mari voit plus la bonne que la femme. Non, je vais te dire que c'est la fille même qui fait le lit où la dame et le patron se couchent. Voilà, qui va faire ça. Mais est-ce que ça, c'est un problème? C'est un problème. C'est un problème. Expliquez-moi ça. Oui. Bon, pour moi, c'est un problème parce que une femme, si tu n'es pas impotente, la servante ne doit pas rentrer dans ta chambre. Voilà. Ça, c'est privé. Toi, tu dois nettoyer ta chambre ou un de tes enfants nettoie ta chambre, fais ton lit, arrange tout. Mais s'il faut que la fille, l'aide familiale, fasse tout ça, alors finalement, il y a des hommes qui ne peuvent pas se retenir. Alors, ils pensent que ça peut aller sans problème. Très bien. D'accord. Alors, il ne nous reste plus que quelques minutes. Et là, nous sommes à la dernière partie de l'émission. Je vais vous donner la parole à Madame Dambélé et Docteur Sissoko pour que vous dites qu'est-ce qu'il faut faire. Quel est le plaidoyer? Madame, vous avez la parole. Donc, je vous remercie sincèrement. Mon plaidoyer aujourd'hui, c'est pour demander aux autorités de valoriser ce métier. Comment? Nous, on a déjà tenté beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai des filles migrantes qui ont fait l'alphabétisation et aujourd'hui, elles sont vendeuses de pharmacie. Et les enfants dans des écoles professionnelles. Et là, elles subissent une formation et elles sont dans les pharmacies comme vendeuses. J'ai aussi des aides-soignantes, c'est-à-dire elles font dans des écoles infirmières. Mais elles font ça quand, madame? Expliquez, quand est-ce qu'elles ont le temps de... Non, par exemple, si la fille a travaillé pendant 2 ans, 3 ans, elle a un peu d'argent pour son transport, bon, ces écoles-là les prennent gratuitement. Très bien, très bien. Okay, ça, continuez. Je profite de votre micro pour dire vraiment grand merci à ces écoles. Et ça c'est une convention, c'est une convention entre la PAF et ces écoles. Voilà. Ah, ok. Vous avez négocié ça? Il y a même des filles qui ont appris à caroler. Ah. Il y a des filles qui ont appris à faire le savon, à faire, comme l'a dit, la teinture. Il y a aussi des couturiers. Elles s'installent à leur propre compte pour vraiment faire la couture. Elles recrutent d'autres filles pour aider ces filles-là aussi. Et il y a aussi apprentis chauffeurs, par exemple remorque. Il y a des enfants qui viennent et disent « Ah, moi je vais être vraiment apprenti. » Ça, c'est des garçons. Madame Alors Dambélé. je trouve des gens pour qu'on puisse les prendre gratuitement. Madame Dambélé, supposons que vous ayez les 54 chefs d'État africains en face de vous. Là. Ils sont en face de vous. Qu'est-ce que vous leur direz en 2-3 phrases oui, par rapport à ce sujet-là. Je leur dirais de créer des centres de formation pour récupérer tous les filles ou les garçons qui ont quitté les écoles, par exemple de la 6e jusqu'au bac. Il y a d'autres qui font le bac 3 fois, ils n'ont pas réussi et ils restent comme ça les mains croisées dans les familles. Donc ces enfants-là, les États doivent les organiser, c'est-à-dire les récupérer pour les former et les mettre dans la production. Docteur. Oui. Alors, moi, mon plaidoyer, je vais rappeler des chiffres. Il y a une étude qui a été réalisée au Mali, dans la sous-région, avec l'Organisation internationale du travail. Et il se trouve que 7 enfants âgés de 15 à 17 ans sur 10 sont économiquement actifs. C'est fait à peu près 3 millions, pour le cas de Mali, 3 millions d'enfants. Alors ces 3 millions d'enfants, vous prenez la population malienne aujourd'hui, environ 8 millions d'enfants, pour ceux qui sont de moins de 18 ans. Alors sur ces 8 millions d'enfants, 3 millions sont économiquement actifs. C'est un danger. Et la majorité de ces 3 millions
le travail domestique est majoritaire dans ça aussi. On n'a même pas parlé des enfants soldats en situation de post-conflit. Et ça aussi, c'est un élément important. Donc aujourd'hui, et quand on regarde tout le travail qui est en train d'être fait, du point de vue de la volonté politique, c'est là le plaidoyer. Quel est aujourd'hui le budget alloué au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille? Vous avez vu le nombre de gamins et de gamines qu'il y a dans les rues qui vendent des sachets? Alors quand on regarde ça aujourd'hui, pas plus d'1%. Donc moi je pense qu'il faut inverser les tendances. Les enfants sont majoritaires dans notre pays, dans nos différents pays de la sous-région. En Afrique, on a une population extrêmement jeune et on investit moins à l'enfance et à la jeunesse. Parce que si on investit à l'enfance et à la jeunesse, pour que ces employés de maison quittent leur village, ils auront des activités là-bas. Comment ne pas les retenir au niveau de leur village? Il paraît que 65% de la population africaine a moins de 30 ans. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Donc moi je pense qu'il faut d'abord les retenir au village en créant des activités qui puissent les permettre de rester au village. Maintenant, pour celles qui sont là, tout le travail qui doit être fait, il faudrait même agir sur la situation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut... Est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer par formaliser la relation entre ce personnel-là et les employeurs? Mais déjà. Ce que j'ai oublié de vous dire, ça c'est important, parce qu'actuellement, il existe au Mali ce qu'on appelle l'association des enfants et jeunes travailleurs. Bon, ils ont eu les 12 droits des enfants, leurs 12 droits, ils se sont capturés. Maintenant, ils sont en rapport avec les syndicats, comme l'UNTM et la CSTM. Mais je pense que ce qui n'a pas fait encore, c'est que les employeurs soient organisés. Je crois que madame l'a dit, au Sénégal, ça a été fait, mais il faut faire en sorte que qu'il y ait quand même un contrat, même un contrat social. Oui. Même un contrat social qui leur permet aujourd'hui de comprendre que quelque part, il y a des recours. Si l'employeur sait que les employés de maison ont des lieux de recours, ont des lieux de référence, en ce moment, ils vont commencer à les regarder encore avec beaucoup plus d'attention et en faisant compte à leurs droits. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout un élément, c'est tout cet ensemble aujourd'hui qui doit être revisité, qu'il faut revisiter pour que l'aide familiale puisse être dans son droit. Voilà. Très bien. Madame, vous voulez peut-être ajouter... Oui, je vais faire appel au ministère... Vous avez 30 secondes. Au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et au ministère de l'emploi. Bon, les ONG qui sont là au Mali, alors ils doivent vraiment les aider. Pourquoi vous n'ajoutez pas le ministère de la Justice? Ah oui, c'est ça. En tout cas, le ministère de la Justice également. S'ils ne nous aident pas, le peu d'acquis qu'on a pu obtenir, ça va aller, parce qu'avec la crise nationale ou internationale, vraiment les choses ne marchent plus. Et mon ONG travaille aujourd'hui sous des arbres, parce que où on était, alors d'après les gens, Djourou Karla en Kano. Ça veut dire quoi en français? En français, bon, on ne peut plus payer la location, alors on doit beaucoup d'argent aux propriétaires, alors on a quitté. Et aujourd'hui, on avait un terrain. Je remercie sincèrement les autorités de la commune 6 qui m'ont donné un terrain. Et je suis sous des arbres et je travaille là-bas. Malgré tout ce qu'il y a comme ça. Très beau travail qu'on a fait. Vous êtes sous des arbres. Sous des arbres aujourd'hui. Bienvenue en échec étatique. Docteur, madame, je vous remercie de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Et je vous informe que oui, vous voulez... Je voulais juste rappeler. Oui, allez-y. Vous l'avez dit tout à l'heure. Le 12 juin, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. C'est ça. Mais rappelez le thème. Le thème, c'est non au travail des enfants, oui à une éducation de qualité. Donc l'éducation est une alternative pour ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. C'est très bien. Alors moi, j'étais en train de dire que je vous informe que d'ici la fin de l'année, Africa Télévision a programmé 2 autres émissions à votre avis sur d'autres aspects de la problématique d'aujourd'hui. Là, nous avons fait un focus sur les aides familiales. Nous allons aborder après le travail des enfants, le travail dangereux des enfants. Et puis nous aborderons vers la fin de l'année une 3e thématique. Donc, je vous remercie et j'espère que vous serez là pour nous aider de votre expertise. Merci. Mesdames et messieurs, je ne vous donne pas rendez-vous vendredi prochain, mais plutôt le 24 juillet. D'ici là, je souhaite un très beau mois de Ramadan à ceux qui sont concernés et à vous tous, chers téléspectateurs.
Prenez bien soin de vous-même et de ceux qui vous aiment. Excellente soirée chez vous et au 24 juillet.